Princesse de Clèves, première partie. Ce texte est issu de la première partie du roman classique La Princesse de Clèves, écrit par Madame de La Fayette et publié anonymement au XVIIe siècle. Il s'agit d'une œuvre importante de la littérature française car celle-ci donne naissance au roman psychologique moderne. L'œuvre raconte l'histoire de Mademoiselle de Chartres, jeune femme de la bourgeoisie d'une grande beauté. Cet extrait compte l'arrivée à la cour de cette dernière. Qui est Madame de La Fayette ? Madame de La Fayette est une précieuse ayant vécu au XVIIe siècle. Elle a écrit des œuvres très connues, La Princesse de Clèves et La Princesse de Montpensier. Elle invente le roman psychologique moderne avec La Princesse de Clèves. Ce dernier connaît un grand succès et Madame de La Fayette inspira beaucoup de grands auteurs comme par exemple Balzac. Analyse linéaire. L'apparition remarquée de l'héroïne à la cour. Il parut jusqu'à de si belles personnes. Comment la narratrice met-elle en valeur l'arrivée de son héroïne ? Il parut alors, en début de paragraphe, introduit une nouvelle séquence narrative qui met en valeur l'arrivée de l'héroïne. Du coup, on comprend que toute la peinture de l'atmosphère de cour et des relations entre les courtisans, beauté, faste, mais aussi hypocrisie et division de pages précédentes est là pour servir d'arrière-plan au portrait de l'héroïne. Cela revient à dire la cour était dans cette situation quand parut. Il parut. La tournure impersonnelle « il parut » donne en outre un peu d'impression d'une apparition magique. On pense à l'arrivée de Cendrillon au bal dans le conte de Perrault, même si les contes de Perrault sont postérieurs à la princesse de Clèves. Le personnage surgit sans que la narratrice précise son nom, ce qui crée un effet de mystère et d'attente qui dramatise son entrée en scène. En outre, à l'inverse de la façon dont la narratrice procédant dans les pages précédentes, sa famille et sa filiation sont laissées sous silence. Le physique du personnage est également élidé. On a juste un terme abstrait à travers la métonymie « une beauté », repris de façon hyperbolique « une beauté parfaite ». L'admiration des courtisans s'exprime par leur regard ébloui avec un champ lexical de la vue. Admiration vient d'un verbe latin composé sur miror, voir de belles personnes, ce qui reproduit l'effet de surprise des courtisans et crée un effet d'attente et de curiosité. Ainsi est restitué l'effet d'éblouissement des regards incapables de détailler leur vision. Il faudra attendre une trentaine de lignes et la rencontre de l'héroïne avec le vidame de Chartres pour que le lecteur soit renseigné sur la blancheur de son teint et ses cheveux blancs et qu'il apprenne que tous ses traits sont réguliers, ce qui n'est guère précis du reste. Un portrait hyperbolique. Elle est d'autant plus exceptionnelle qu'elle apparaît dans une cour où l'exceptionnel est la règle. Comme la narratrice a pris le soin en préalable de présenter la cour de Henri II comme un vivier de gens très beaux, jamais la cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits à la page 16, la beauté de la jeune fille apparaît d'autant plus extrême et hyperbolique. L'intervention de la narratrice omnisciente a pour but d'insister encore sur le caractère superlatif de cette beauté parfaite et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite puisqu'elle donna de l'admiration. Transition. Indice sur l'origine familiale et piste dramatique pour la suite de l'action. Elle était de la même maison jusqu'à revenir à la cour. Quelque éclaircissement sur son origine familiale va maintenant être donné. La même maison que Vidame de Chartres, mais pas encore son nom. Elle n'est donc pas une totale étrangère à la cour. La narratrice procède à partir du connu. Elle a déjà présenté le vidame de Chartres dans la liste des hauts personnages masculins de la cour présentés comme l'hommement et l'admiration de leur siècle. L'ornement, non. Vidame, seigneur ecclésiastique, pouvoir public et église, rareté du titre, il y en a 6 en France. Il y était cité en avant-dernier dans les 3 derniers, soit les plus importants. Le premier étant le duc de Nevers, père du prince de Clèves, le 3e et dernier le duc de Nemours. Quant au vidame, il n'est pas indifférent du tout non plus qu'il soit de la même maison que la jeune fille, si l'on se rappelle le commentaire précédent de la narratrice à son sujet, à savoir qu'il était seul digne d'être comparé au duc de Nemours. L'idée implicite est que les maisons de Nemours et de Chartres sont les seules dignes d'être approchées, ce qui, avant même le début de l'intrigue amoureuse, suggère que c'est avec le duc de Nemours que la jeune femme sera en harmonie. Là encore, le destin est tracé à l'avance. La scène du bal le confirmera de façon éclatante. Une des plus grandes héritières de France, c'est du superlatif, l'origine sociale de l'héroïne est également exceptionnelle, ce qui semble la promettre à un mariage prestigieux. En effet, les 3 éléments pour poser la question du mariage sont ici posés. L'arrivée à la cour, la beauté, la haute condition sociale. Question, qui épousera-t-elle ? Parallèlement, ses proches parents se distinguent par la noblesse de leur personnalité. De belles personnes, de belles âmes,
C'est un adjectif hyperbolique, extraordinaire qui suit l'énumération, le bien, la vertu et le mérite. C'est un idéal de perfection. Par son statut social, Madame de Chartres est à nouveau décrite comme une personne remarquable. Évocation du malheur qui a déjà touché la famille, mais de manière indirecte. Ce n'est pas le père qui est évoqué, mais la disparition du mari de sa mère et le fait que mère et fille avaient déjà dû s'éloigner de la cour, ligne 223-224. Et la détermination de la mère qui n'y est pas revenue pendant plusieurs années, comme si c'était extraordinaire. 3. Une formation féminine, pendant cette absence jusqu'à et d'en être aimée. Le passage suivant met en avant une forte présence et d'implication féminine, le père de la jeune fille étant mort jeune et l'ayant laissé sous la conduite de sa mère, Madame de Chartres. On a ici une femme de lettres qui parle de sa formation morale d'une fille par sa mère. On devine qu'il y a là un engagement féminin personnel de Madame de Lafayette, même si le texte n'en porte aucune trace. L'expression « sous la conduite » est bien choisie car c'est la conduite inspirée par sa mère qui déterminera les décisions importantes de la jeune femme au fil du roman et qui tracera donc son destin. Le titre traditionnellement attribué à ce texte, Portrait de l'héroïne, peut paraître inexact et paradoxal car la brève présentation de la jeune fille s'interrompt et laisse place à celle de sa mère et de ses principes d'éducation. Portrait de la fille ou portrait de la mère ? En fait, Madame de Lafayette suit dans le portrait de son héroïne l'ordre présentation physique, présentation morale, et comme le versant moral est l'œuvre de sa mère, la narratrice omnisciente doit donc, pour que nous comprenions la suite des choix de vie de l'héroïne, nous dresser l'historique de sa formation morale. C'est le rôle du portrait de la mère. L'emploi de 3 hyperboles pour la mère, bien, vertu et mérite extraordinaire, campe un personnage hors norme comme l'est sa fille. À cette différence près que les hyperboles réservées à la fille concernaient son physique alors que les hyperboles consacrées à la mère insistent sur les qualités morales, vertu et mérite. On comprend que la jeune fille va ainsi, grâce à sa mère, unir aux qualités physiques les vertus morales les plus extraordinaires. Pour un lecteur du XVIIe siècle, Madame de Chartres est un personnage étonnant et original car son comportement personnel et éducatif se situe à contre-courant des pratiques sociales de la noblesse. Tout d'abord, après le décès de son mari, elle s'est retirée de la cour pendant plusieurs années. Ensuite, à rebours des mœurs de l'époque, elle n'a pas confié l'éducation de sa fille à un couvent, mais elle s'y est consacrée elle-même. L'importance que revêt cette question de l'éducation pour Madame de Chartres est suggérée par des verbes qui montrent une implication et une réflexion, y compris critique, très approfondie. Elle avait donné ses soins, elle travailla, elle songea aussi. La plupart des mères avaient une opinion opposée. À partir de « mais elle ne travailla pas seulement », la conjonction de coordination « mais » signale l'existence d'une originalité dans l'éducation dispensée par Madame de Chartres par rapport au modèle social courant. Les connecteurs, pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à lui rendre aimable, énumère les 3 principes de cette formation classés par ordre d'originalité croissante. Cultiver son esprit, c'est très bien mais c'est l'aspect le moins original. Les femmes de la haute noblesse sont souvent fort cultivées. Lui donner de la vertu, l'élever dans les principes de bien compte tenu de son sexe. C'est bien mais on s'y attend. La lui rendre aimable, voilà la facette la plus originale car l'éducatrice ne dispense pas de leçons abstraites de morale mais s'efforce de peindre la bonne conduite pour une femme, son des couleurs attractives. Le but est que sa fille y adhère, non par le contraire, mais par inclinaison personnelle, que ce qui a été inculqué de l'extérieur ne soit plus vécu comme une contrainte, mais comme un comportement naturel et plaisant, que la morale soit intériorisée par la jeune fille comme une seconde nature. L'éducation, selon Madame de Chartres, se pose comme inverse de celle dispensée traditionnellement aux jeunes filles au XVIIe siècle. Celle-ci repose sur le mutisme des parents concernant les sujets de l'amour et de la séduction. L'erreur communément commise est dénoncée par la narratrice au présent de vérité générale. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne jamais parler de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Le thème de l'éducation des jeunes filles est d'actualité à cette époque. Il a été abordé également par Molière dans L'École des maris, en 1661, et L'École des femmes. Dans ces 2 comédies, il n'est démontré que maintenir les jeunes filles dans l'inculture et l'ignorance amoureuse n'est pas un bon moyen de les amener à la vertu et produit l'effet inverse. Même si les milieux sociaux sont différents dans les comédies de Molière, l'idée est tout de même qu'il faut parler franchement des dangers de la vie plutôt que de les tenir sous silence.
À partir de « elle faisait souvent à sa fille » jusqu'à la fin de l'extrait, on a le contenu précis de l'enseignement et la méthode pédagogique employée. On relève ici du discours narrativisé. Résumé sous forme de récit des idées d'un discours, on résume les paroles d'un ou plusieurs personnages. On repère dans ce passage des procédés d'écriture récurrents, tous au service de l'argumentation de Madame de Chartres. Une succession de points-virgules qui enchaînent les propositions, l'emploi de l'imparfait d'habitude, renforcé par l'adverbe souvent, leçon répétitive, fréquemment reprise. L'emploi du champ lexical de la vue, avec notamment des verbes de vue qui montrent que Madame de Chartres s'appuie sur des exemples. Faisait des peintures, lui montrait, elle lui faisait savoir d'un autre côté. Mais elle faisait voir aussi. Cette méthode reposant sur la représentation des cas particuliers est plus efficace et plus attrayante qu'une leçon théorique. L'abondance de ces verbes, qui va jusqu'à la reprise de certains, montre la volonté d'exhaustivité de l'éducatrice dans son tableau contrasté de l'amour. Alternance dans le discours de Madame de Chartres. Évocation de ce qui est agréable dans l'amour, ce qui est dangereux ou exactement dans les aspects agréables ne sont mentionnés que dans le but de révéler les dangers qui se cachent derrière ces agréments. Sa méthode argumentative est habile. Elle concède que l'amour est agréable pour mieux faire accepter ses critiques. L'argumentation est organisée selon un rythme ternaire, souligné par les connecteurs et de symétrie ou parallélisme. Elle faisait souvent les engagements et elle lui faisait voir d'un autre côté la naissance, mais elle lui faisait aussi voir combien est d'en être aimé. On relève l'emploi du verbe persuader pour la persuader plus aisément que c'est dangereux, de la ligne 231 à 232, qui se rapporte à une conviction fondée sur l'émotion. Mais alors qu'une brève proposition est consacrée au plaisir de l'amour, Madame de Chartres développe bien davantage son antithèse. Ses aspects négatifs et dangereux, ce qui est également habile de sa part. Tableau pessimiste ciblant les hommes à travers l'énumération de vices masculins causant les malheurs domestiques des femmes. Les termes péjoratifs, le peu de sincérité des hommes, leur tromperie, leur infidélité, ils sont menteurs-volages, s'attachant peu durablement. La fin du passage à partir de « et elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité » est consacrée à l'éloge de la vertu féminine. A l'inverse, les thèmes sont mélioratifs. Quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. L'argument de Madame de Chartres est que la vie vertueuse apporte à la paix, tranquillité, et rehausse les qualités de naissance, beauté, naissance. Les deux propositions subordonnées, exclamatives indirectes, quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne, valorisent cet éloge de la vertu en nous faisant entendre au style indirect les paroles de Madame de Chartres.